bonsoir à tous selon le pays et l'heure à laquelle vous nous écoutez. Bienvenue pour ce troisième épisode d'Efrica, le podcast du football africain de la rédaction de Lucarne Opposée. Comme d'habitude, je vous encourage à continuer d'interagir avec nous sur Facebook, Twitter, YouTube et tous les réseaux sociaux où l'on se trouve. Vous êtes toujours plus nombreux à relayer nos différents podcasts et à nous donner des retours positifs. Merci, beaucoup merci à tous. Aujourd'hui, Efrica se penchera sur la préparation des clubs aux compétitions continentales au travers de différents exemples guinéens et béninois, puis on analysera les causes et les conséquences de l'importante vague de transfert de joueurs tunisiens vers le championnat saoudien. Mais ne sautons pas les étapes et ouvrons tout de suite le courrier Quinfri. Et l'on commence avec du lourd, du gras ou plutôt bien souvent de l'engraissé, une assemblée générale de confédération. Celle de la CAF en l'occurrence qui s'est déroulée le vendredi 2 février dernier à Casablanca et qui a livré son lot de chaises musicales dont une sacrément grinçante. Ainsi, le Guinéen Almami Kabala quitte son poste de président de la commission du fair play et de la responsabilité sociale pour esquiver le cumul des mandats comme l'impose une nouvelle règle mise en place par le bureau de la CAF. Il perd donc son droit de vote à l'échelle continentale, mais continuera de siéger au conseil d'administration de la FIFA. Signalons également que le président de la Fédération sénégalaise de football, Augustin Senghor, intègre le comité exécutif et que Sita Sangaré, président de la Fédération burkinabé de football, devient le premier burkinabé à intégrer le comité exécutif de la Confédération africaine de football. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est le cas Patrice Edouard Ngaïsona. Ce cher Pat Edouard, centrafricain de son état, a fait son entrée à la CAF en étant élu président de l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale. Grand bien lui fasse, nous diriez-vous, sauf que voilà, Ngaïsona fut également par le passé le chef de la coordination anti-Bacala, un groupe armé soupçonné de graves exactions durant la guerre civile qui a déchiré son pays entre 2013 et 2015. En 2018, la CAF accueille donc en son sein un homme encourant dans son pays un mandat d'arrestation pour crimes contre l'humanité et incitation au génocide, également pointé du doigt par Amnesty International. Au KLM, comme disent les jeunes. Allez, un peu de gaieté dans ce monde de brutes, le Maroc continue d'exulter après la qualif au mondial et l'annonce de la candidature pour 2026. Les Lions de l'Atlas ont décroché la timbale au championnat d'Afrique des Nations en écrasant le Nigeria 4-0. Zakaria Adraf, auteur d'un doublé, a été le grand homme de la finale tandis qu'Ayoub El Kaabi, buteur lui aussi, est sacré meilleur joueur du tournoi en plus de finir meilleur artilleur de la compète avec ses 9 réalisations. Assez pour séduire Hervé Renard et intégrer le groupe qui s'envolera pour la Russie ? Eh bien, certains viendront avec nous pour le prochain rassemblement en mars, a confessé l'intéressé avant de rappeler que le plus important à ses yeux reste, je cite, les performances individuelles en club, ensuite le niveau du championnat dans lequel le joueur joue. Par exemple, je prendrais plus facilement un joueur évoluant en Italie où la tactique est plus présente qu'au Maroc. Enfin, l'état d'esprit. Être très bon ne suffit pas, il faut avoir un état d'esprit collectif pour intégrer la sélection, sinon ça ne m'intéresse pas. Il faut avoir un mental pour porter le maillot de l'équipe nationale. Mais le critère numéro 1 reste cependant la qualité du joueur. Fin de citation. Voilà qui a le mérite d'être clair. On reste au Maghreb un instant pour consoler les supporters de l'Espérance Tunis dont l'équipe tant aimée a été éliminée à la surprise générale des 16e de Coupe de Tunisie. Le champion en titre continue sa mauvaise passe en 2018. Allez, ça va passer chers amis espérantistes. Parlons gros sous maintenant puisque les sommes dépensées pour les transferts lors du dernier mercato sur le continent sont tombées et le moins que l'on puisse dire c'est qu'elles sont très inégales. L'Égypte remporte la coupe avec 4,9 millions de dollars, suivi de l'Angola et ses 3,9 millions. L'Afrique du Sud complète le podium avec 1,5 million, talonné à égalité d'ailleurs avec la Tunisie, 1,5 million également, puis vient l'Algérie avec 0,5 million et après cela, il y a les 1,5 million que représente le reste de l'Afrique, tout pays confondu. Rappelons tout de même qu'en Afrique, les transferts ne sont pas chose courante, les clubs faisant appel la plupart du temps à des joueurs en fin de contrat ou à des prêts patriotiques, dont Pierre-Marie Gosselin vous parlera un peu plus loin. Quoi qu'il en soit, la surprise reste cette 4e place de l'Angola,
Le Girabola est certes relativement bien développé, mais les clubs angolais ne brillent que rarement sur la scène continentale, comme le montrent leurs 2 malheureuses finales de la Coupe de la CAF en 98 et 2001. Le Girabola reprend d'ailleurs le week-end prochain. C'est logiquement Primero de Agosto, champion en titre, qui en sera le favori, mais il faudra aussi compter sur l'historique Petro, Cabuscorp ou encore le Recreativo do Libolo. Terminons sur un tableau d'honneur puisque la CAF, entre 2 élections de mauvais goût, a eu le temps de publier le classement des 20 meilleurs clubs africains de ces 5 dernières années, basé sur les performances en compétition interclub. Et c'est le TP Mazembe qui l'emporte, devançant le duo égyptien Al Ahly Zamalek. Le reste du classement est largement dominé par les gros bonnets maghrébins, qui sont accompagnés des Sudaf Mamelodi et Orlando, du duo soudanais Al Hilal et El Merreikh, des Congolais du AC Léopard et de la AS Vita, des Zambiens du Zesco, des Ivoiriens d'Issoue Sport et des Camerounais du Coton Sport. Enfin bref, du beau monde que l'on a coutume de retrouver lors des joutes de la Ligue des Champions ou de la Coupe de la CAF, de tournois qui ne vont plus tarder à débuter et dont nous allons nous entretenir à l'instant. Mais je ne vous en dis pas plus, allez, suivez-moi, c'est par là que ça se passe. Yari. Et aujourd'hui, nous allons donc parler de la Ligue des Champions d'Afrique et aussi de la Coupe des Confédérations. On va plutôt parler de comment les équipes se préparent à commencer cette compétition dont les premiers matchs vont avoir lieu ce week-end. Et bien sûr, on accueille notre premier chroniqueur Afrique, monsieur Pierre-Marie Gosselin. Comment vas-tu ? Bonsoir Simon, écoute, ça va très bien. J'ai pris un petit peu froid, peut-être je parle un petit peu avec le nez, les auditeurs l'entendront peut-être, enfin j'espère que ça va pas interférer mes propos. Sinon tout va bien. Il n'y a pas de raison que ça interfère, tu es tout pardonné et puis on a hâte pour toi que tu ailles te réchauffer du côté de Cotonou puisque tu es encore à Paris. Merci beaucoup. Sous les flocons. Ouais, merci. Et donc tu vas nous exposer plusieurs cas, plusieurs exemples pour nous montrer comment les équipes africaines, les clubs africains se préparent pour ce qui sont les 2 plus grandes compétitions de clubs du continent, la Ligue des Champions d'Afrique donc et la Coupe des Confédérations. Et tu vas faire ça donc au travers de 3 exemples, un club guinéen, un club béninois et un guinéen et un club béninois qui vont se rencontrer en Coupe des Confédérations. Et tu voulais commencer donc avec un club guinéen, Oroya, qui va rencontrer un club nigérien et pas nigérien du Niger, le Oroya qui va rencontrer l'AS Fan. Alors explique-nous comment un club guinéen comme le Oroya se prépare pour une telle rencontre. Je rappelle que c'est une rencontre préliminaire qualificative pour la phase de groupe. Écoute, juste pour que les auditeurs puissent bien nous comprendre, parce que c'est vrai qu'on a parlé de la Guinée la dernière fois, on reparle encore de la Guinée. C'est pas un acharnement de ma part contre les clubs guinéens, bien au contraire, mais c'est juste que c'est plus intéressant de parler de cas qu'on connaît vraiment, sur lesquels on peut apporter des détails, et pour moi c'est des pays que je maîtrise mieux. Donc voilà, il faut pas voir derrière l'omniprésence guinéenne ou béninoise dans les podcasts Efrikia une quelconque discrimination. C'est un petit peu le hasard un peu de l'actualité du moment et des informations que j'ai qui fait qu'on traite de ces sujets-là. Et donc, comme tu l'as très bien introduit, on va commencer par l'équipe du Oroya. Maintenant, je pense que les auditeurs commencent à connaître un petit peu ce club, le HAC de Conakry, qui est la plus grande équipe, on peut le dire, à l'heure actuelle en Guinée, qui est présidée par le président de la Fédération guinéenne de football, Antonio Souaré. Ça, c'est juste un petit détail. Aucun conflit d'intérêt là-dedans. Oui. Non, bien entendu. Donc, comme tu l'as dit, ils sont affrontés. Ils ont dans leur match de premier tour tiré au sort une équipe du Niger, l'ASFAN, qui n'est autre que l'association des forces sportives. Donc c'est un club qui est étroitement lié avec l'armée. D'ailleurs, leur président n'est autre qu'un colonel surnommé colonel Pelé. Donc voilà, et je pense qu'on peut y voir un lien direct avec le football. Enfin voilà, tout ça pour dire que
Par rapport au Roya, c'est une équipe un petit peu moins. Le championnat nigérien est quand même un petit peu moins fort que le championnat de Guinée. Mais c'est quand même un club qui existe depuis un moment. C'est un club qui a déjà remporté une coupe, pas continentale, mais une coupe sous-régionale, puisqu'ils ont gagné une compétition d'Afrique de l'Ouest. Bon, ça remonte un petit peu, mais bon, c'est quand même un titre à leur palmarès. Et puis, on peut aussi noter à leur tableau de chasse la formation d'un mythique joueur, pour moi, supporter des Girondins de Bordeaux, qui n'est autre que Moussa Mazou, passé aussi par Monaco, par le CSKA Moscou, et je crois qu'il est même aujourd'hui du côté de Ajaccio en deuxième division. Voilà, donc c'est un club. Voilà, je le dis en le taquinant un peu, mais il faut quand même dire qu'au Niger, c'est quand même une star. C'est un joueur qui a permis à sa sélection de se qualifier plusieurs fois pour la CAN, et ce n'est pas rien. Donc voilà, c'était aussi l'occasion de parler de lui et de lui faire un petit coucou. De le réhabiliter alors un petit peu. Ouais, exactement. On revient un petit peu plus précisément sur cette équipe du Oroya. Le championnat guinéen, il se déroule comme le championnat de France, enfin comme les championnats en Europe, à cheval sur 2 années civiles. Donc eux, ils en sont à mi-championnat, puisque le championnat avait été coupé un petit peu pendant le CHAN. Et donc leur équipe, elle est quand même rodée. Ils ont commencé, ils ont fait leur transfert, ils ont fait toute leur préparation au niveau de l'effectif et leur modification d'effectif dès le mois de septembre, octobre. Donc, c'est une équipe qui est déjà bien en place. Ils se sont renforcés avec pas mal d'étrangers, notamment Mohamed Bonkoy, un Nigérien justement qui était du côté du Maroc et du WA, qui se sont également renforcés avec un défenseur malien du stade malien Marius, et puis un attaquant nigérien Bolaji. Bon, c'est des noms qui ne parlent pas forcément pour les non-initiés du football et des compétitions de la CAF, mais voilà, c'est quand même des joueurs qui à un moment ou à un autre ont montré qu'ils avaient de la valeur et du talent, qui est le plus important. Et puis surtout, le Raya a quand même pu prolonger son gardien titulaire, qui n'est autre que Kadim Ndiaye. Et lui, c'est le gardien des Lions de la Teranga, tout simplement. C'est lui qui était dans les cages des derniers matchs de qualification des Sénégalais. Et il y a de fortes chances qu'il soit mondialiste et même qu'il soit titulaire dans le 11 de Aliou Cissé. Ils ont également réussi à conserver tout leur cadre Okansé Mandela, qui est un excellent joueur burkinabé, et puis leur petit attaquant vedette, Sekou Ahmed Kamara, surnommé Trezeguet. Vous imaginez très rapidement pourquoi. Je pense que ouais, son style de jeu, attaquant de surface, sa taille un petit peu assez grande, et puis son instinct tourné vers le but tout le temps. Voilà. Un vrai attaquant, un vrai buteur, exactement. Donc cette équipe du Oroya, elle tourne plutôt pas mal. Elle est encore invaincue en championnat. Ils en sont à donc 13 journées, 10 victoires, 3 nuls. Donc tout se passe bien. Les nouveaux se sont bien intégrés. L'effectif tourne bien. Et puis arrivé la coupure du CHAN. Donc pour ce championnat d'Afrique, le Oroya, qui avait 7 joueurs de leur effectif qui étaient convoqués, donc ont tout simplement pris le temps de se mettre au vert dans leur complexe et de se préparer en jouant quelques petits matchs amicaux. Vous allez me dire qu'est-ce qui est d'intéressant là-dedans, enfin qu'est-ce qui chamboule tout ça? Eh bien, figurez-vous que malgré leur parcours un petit peu chaotique, les Guinéens, et notamment un de leurs joueurs, Sankon, a réussi à se mettre plutôt bien en valeur et à attirer les convoitises des clubs européens qui ont essayé de le signer avant la fin du mercato. Notamment, on parle du côté de la Guinée, on parle d'un club belge. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ces informations sont vraies, puisque la Guinée était couverte par je crois, c'est le New York Times, par un journal américain qui suivait un petit peu la Guinée dans les coulisses du CHAN. Et justement, le transfert de Sankon, ses relations avec les recruteurs et scouts a été un petit peu scruté par les journalistes. Donc, on a bien vu qu'il y avait du mouvement autour du joueur, et ça s'est avéré à son retour en Guinée, puisque lui, il a décidé de rentrer en bras de fer avec son club, de se braquer contre ses dirigeants qui ont refusé un transfert. On parle quand même de 300 000 euros. Donc, ce ne sont pas des sommes anecdotiques. Mais voilà, pour un club du standing du Oroya, quelques jours de la Ligue des Champions, c'est pas forcément une très bonne nouvelle. Et puis surtout, c'est un club qui a envie d'avoir le contrôle sur le mouvement de ses joueurs et ne pas les subir. Et là, c'est clair qu'au niveau du timing, ça s'est très mal joué. Du coup, on se retrouve avec un joueur qui ne se présente plus à l'entraînement, et le match est ce week-end. Hein. Donc, le départ pour le Niger est prévu jeudi, et le joueur est à l'heure actuelle suspendu. Il faut savoir que c'est un des piliers
de cette équipe du Oroya et un excellent joueur, le meilleur joueur en tout cas du milieu du terrain. Et c'est vrai que son absence peut être très préjudiciable et puis surtout ça peut un peu influer, je peux dire, sur l'ambiance et sur toute l'énergie qu'il y a dans le club autour de lui. Et du coup, ben voilà, c'est un joueur qui, ça a été annoncé aujourd'hui, qui se retrouve suspendu par son club. Une semaine de Ligue des Champions, quand c'est votre meilleur joueur, c'est quand même, enfin, quand c'est un de vos meilleurs joueurs, c'est quand même un petit peu ballot. Et donc, voilà, c'est comme ça que le Roya, grande équipe guinéenne, quand même une équipe importante du football continental africain, peut se retrouver déstabilisé à quelques jours de commencer sa Ligue des Champions par un hypothétique transfert d'un de ses joueurs repéré pendant le CHAN. Voilà, c'est un peu triste. Moi, je trouve c'est un petit peu triste quand on voit le standing du club et je me mets à la place de leur coach, Victor Svenka, un entraîneur français bien connu du championnat de France. Côté de Guingamp, oui. Ouais, du côté de Guingamp. Je crois qu'il avait fini dans le sud-est, du côté de Arles-Avignon ou Nîmes, peut-être même dernièrement. Et donc, il bosse depuis un petit moment au Roya. Et c'est vrai que voilà, se dire qu'un club qui est puissant, qui est dirigé par un président de fédération, donc par une personne influente, puisse se faire déstabiliser, puisse subir autant au final cette déstabilisation, parce que le fait que le joueur a envie de partir, c'est normal. Voilà, une carrière européenne comparée à une carrière sur le continent africain, ça a quand même pas la même saveur pour un joueur. Mais que le club ne puisse pas prendre le dessus par rapport à la situation et soit obligé de subir. Imaginez si ça se passe mal contre cette équipe nigérienne, ce serait un camouflet terrible pour le Roya. Et ben voilà, moi ça me surprend un petit peu. J'avais envie de le partager parce que pouvez-vous dire un club ultra structuré avec tout ce qu'il faut, tous les fonds nécessaires, et on arrive quand même à 3 jours quand même du match, enfin une semaine du match de Ligue des Champions, on se retrouve avec des situations complètement ubuesques. Et c'est récurrent en Afrique, ce genre de situation, avec des gros clubs africains? Disons que ça dépend. Ça peut arriver aussi du côté du TP Mazembe. Il faut savoir que c'est rare quand il y a des transferts de joueurs. Tu nous en as parlé pendant les news des montants des transferts dépensés par les clubs africains lors du dernier mercato. Ça vole vraiment pas très haut. Et c'est parce qu'il y a une raison, c'est que les joueurs ont quand même cette tendance à partir libre. Les clubs africains vont plutôt chercher des joueurs libres. Et les départs en cours de contrat sont très très rares. Les négociations sont souvent très compliquées, même si c'est avec des clubs africains, encore plus si c'est avec des clubs européens. Et c'est pour ça qu'on a souvent des négociations de joueurs en fin de contrat ou en fin de formation, ce qui fait qu'on se retrouve pas finalement dans des situations comme ça très souvent. Mais malgré tout, ça arrive, et souvent le problème, c'est que ça arrive avec les meilleurs joueurs. C'est ça qui est un petit peu le dramatique. Ce serait des joueurs de banc ou voilà, des joueurs de complément, ce serait un peu moins dérangeant, mais quand ça arrive à vos cadres, c'est extrêmement problématique, et ça relève un petit peu cet écart qu'il peut y avoir encore entre le football continental africain et puis le football qui fait rêver par-delà les frontières, par-delà les océans. Donc une grande instabilité, oui, qu'on voit bien au travers de l'exemple guinéen, mais comme de l'Oroya, mais comme tu l'as rappelé, c'est des choses qu'on a déjà vues au TP Mazembe, j'imagine du côté des Mimosas, j'imagine, enfin voilà, dans d'autres clubs. Tu voulais du coup nous parler d'un autre exemple qui est celui des Buffles de Borgou, qui est un club béninois. Ouais, donc on va faire un petit vol de plusieurs centaines de kilomètres pour rejoindre la Guinée, de Conakry plutôt, pour aller de Conakry à Cotonou. Pas vraiment Cotonou, puisque les Bouffles de Borgou, c'est une équipe qui est située à Parakou. Parakou, c'est dans le nord du Bénin, pour donner une idée à nos auditeurs, à 400, un peu moins de 450 km de Conakry. C'est une équipe historique quand même du football béninois, même s'ils en sont qu'à leur quatrième, même si ce ne sera que leur quatrième participation en compétition de la CAF. La dernière remonte à il n'y a pas très longtemps, puisqu'ils avaient été champions en 2014 et donc ils avaient participé à l'édition 2015. Malheureusement pour eux, ça avait tourné court, puisqu'ils s'étaient fait sortir par les Nigérians, cette fois-ci du Nigeria, des Nimba. Alors, cette équipe béninoise va affronter la SEC d'Abidjan. On vous en avait parlé dans le premier podcast. Donc, c'est évidemment une rencontre de gala et une rencontre mythique, d'autant plus que je vous l'avais déjà dit, la SEC a une petite part d'ADN béninoise en elle, puisque c'est des Béninois issus de la diaspora en Côte d'Ivoire qui avaient participé ardemment à la création de ce club. Donc voilà, sur le papier aussi, c'est clairement la SEC est favori, des Buffles par outsider. Mais attention, parce que du côté des Buffles, on a entrepris une autre méthode. Contrairement à la Guinée et au Roya, qui
est déjà à la moitié de son championnat. Les Buffles, ils viennent de finir le leur et ils sont tout juste fraîchement champions du Bénin puisque leur titre a été acquis en décembre. Donc c'est pour le coup, eux, ils sont vraiment à l'entame d'une nouvelle saison. Et quoi de mieux que ce que j'ai appelé, alors on va mettre des guillemets, un recrutement patriotique, pour se donner une chance de se qualifier tout simplement. Qu'est-ce que je veux entendre par recrutement patriotique? Donc, vous imaginez bien que ce petit club béninois n'a pas forcément beaucoup de moyens. Buffalo de Borgou, c'est même pas une équipe qui est rattachée à une entreprise, à une société. Vous comprendrez un petit peu plus tard quand on parlera d'un autre exemple. Donc, ils peuvent pas s'appuyer sur des fonds illimités. Et c'est pas la qualification au premier tour de la Ligue des Champions de la CAF qui va leur permettre de faire une politique de recrutement complètement folle ou de s'acheter des joueurs susceptibles de lui faire gagner. Mais comme en Afrique, on est quand même, et au Bénin et un petit peu partout en Afrique, parce que c'est quelque chose qui se faisait depuis très longtemps, on a quand même envie d'essayer de se donner les moyens de gagner. Et du coup, les Buffles de Borgou, tout simplement, peuvent s'appuyer sur des joueurs qui ont été mis à disposition par d'autres grands clubs du pays. Je vais vous citer les noms parce qu'ils ne sont pas non plus très nombreux. Il y a Rodrigue Fassinou, Mama Seibou qui nous sont arrivés de l'équipe de l'ASPAC. On a Gaston Oubedji, Herbel Gomez, Steve Godignon et Saliou Idrissou. Ces noms vous dites peut-être pas grand-chose, mais c'est l'ossature de l'équipe du Bénin qui a participé aux qualifications du CHAN. Ils s'étaient fait sortir par les Nigérians qui sont quand même arrivés jusqu'en finale de la compétition, donc et ils se sont fait sortir sur un penalty ils ont encaissé un penalty, disons, au match retour qui les a éliminés. Donc c'était pas une élimination honteuse, bien au contraire. Et ces Béninois avaient fait mieux que résister. Et si on ajoute donc ces 6 joueurs-là à l'effectif de Buffle, donc qui est sorti champion du Bénin, figurez-vous qu'on peut pratiquement ressortir le 11 de départ à un joueur près. Donc c'est pour le coup, voilà pourquoi j'ai appelé ça un recrutement patriotique, parce que finalement ils n'ont pas fait de transfert, ils n'ont pas signé des contrats faramineux aux joueurs, ils leur ont sûrement et très certainement promis de belles primes en cas de victoire et dans tous les cas des primes de participation, mais je pense rien de plus. Et une fois que la compétition sera finie pour eux, ils retrouveront le chemin de leur club et ils reprendront le championnat sous leur couleur initiale et non sous celle des Buffles. Mais en tout cas, pour cette compétition, pour la Ligue des Champions, les Buffles peuvent compter sur une équipe, disons, upgradée avec les internationaux locaux. Quand même, je peux nommer notamment Rodrigue Fassinou, Mama Seibou et Charbel Gomez, qui, malgré leur très jeune âge, sont des joueurs qui sont maintenant internationaux A. Ça fait plusieurs rassemblements qui ont été convoqués avec Stéphane Cessignon et Khaled Adénon, etc. Et tous les autres internationaux qui sont plutôt du côté de l'Europe. Est-ce que c'est une technique qui marche? On pourra vous en parler quand on fera le bilan de ce premier tour. En tout cas, en préparation pour les matchs amicaux, ils ont commencé à se préparer au Togo, contre 2 équipes de première division, une victoire, une défaite. Apparemment, le coach était satisfait des prestations. La semaine passée, ils étaient du côté du Ghana où ils sont allés affronter des équipes, je pense, un petit peu plus relevées. Le niveau de jeu, le championnat ghanéen est quand même plutôt pas mal. Et ils ont affronté notamment Ashanti Kotoko, qui est un grand club ghanéen. Donc, dans le cadre de leur préparation, même si l'Ashanti Kotoko participe à la Ligue des Champions, ça reste un match intéressant et qui permet de jauger un petit peu le niveau. Malheureusement pour eux, ça a fait 2 défaites 1-0. Voilà, je suis un petit peu pessimiste pour eux. Malgré tous les efforts, je suis pas sûr que ce recrutement entre guillemets patriotique puisse fonctionner. Malgré tout, l'initiative est belle et l'idée méritait d'être relevée. Et voilà pourquoi il m'était impossible de ne pas vous la partager. Juste un détail pour finir sur ce match. Malheureusement pour les supporters des Buffles de Borgou, ça se jouera pas vraiment chez eux puisqu'ils devront faire le voyage jusqu'à Cotonou pour que la rencontre se joue dans le stade national, tout simplement pour qu'un maximum de Béninois puissent profiter de la possible, en tout cas de la belle affiche et du possible exploit des Buffles face à la SEC. Oui, parce que là, on parle vraiment d'un exploit. Il faut bien se rendre compte que la SEC, en face, c'est une institution en Afrique, à l'image des plus gros clubs maghrébins ou du TP Mazembe ou de certains clubs sud-africains. C'est un club très, très costaud, contrairement aux Buffles qui sont honorables au niveau local, national, mais là, qui ont un sacré défi à relever. Ma foi, on verra si ce pari du tout béninois va réussir. Pourquoi pas? Après tout, ça peut donner quelque chose de très soudé. Donc, à voir. Ouais, c'est quand même juste
parce que je l'ai pas dit, mais la SEC est champion de Côte d'Ivoire. Le championnat de Côte d'Ivoire est suivi, s'est beaucoup développé ces 2 dernières années, notamment avec l'appui de Canal+, qui suit et qui retransmet les matchs. Et notamment, ils avaient pu compter sur un Aristide Bansé. Je ne sais pas si ça te parle, c'est l'attaquant du Burkina qui avait une coupe à Sylvain Houghton avait la même coupe à l'époque avec le haut du crâne peroxydé et très grand qui a fait le tour du monde un petit peu à la Abreu et, et qui a porté cette équipe de la SEC jusqu'au titre qu'ils n'avaient pas remporté depuis très longtemps. Et malheureusement pour les supporters béninois, ils n'auront pas l'occasion de le voir du côté de Cotonou puisqu'il a signé en Égypte à la fin du championnat. Ah, non, je vois pas qui c'est. Je vois très bien, je visualise très bien la coupe de l'ami Sylvain. Époque 99, Mikou, Djemali, Afanou et compagnie. Mais non, je ne vois pas, je vais me renseigner sur lui. Bon, en tout cas, tu nous as fait un exemple guinéen, un exemple béninois, et maintenant tu vas nous donner un exemple guinéo-béninois, puisque tu vas terminer sur un exemple pour la Coupe des Confédérations, hein, qui est donc l'autre compétition continentale, qui est un peu la Ligue Europa des compétitions continentales africaines, qui va opposer donc les Béninois de l'énergie aux Guinéens du AFIA. Quels sont les enjeux de ce match et surtout comment se sont préparées ces deux équipes du coup pour une compétition un peu plus mineure? Ouais, exactement. Ce qui est intéressant, justement, c'est de croiser un petit peu les préparations des équipes en Ligue des Champions, que ce soit en Guinée ou au Bénin, avec les équipes qui jouent la Coupe de la Confédération. Déjà, si vous avez pu voir le décalage entre le Oroya et les Buffles, alors vous allez pouvoir constater encore plus le décalage entre le Oroya et Énergie et entre les Buffles et la AFIA, par exemple. Donc, le AFIA et Énergie vont s'affronter donc au premier tour de la Coupe de la Confédération. Même chose, ça va se passer ce week-end du côté de Cotonou pour le match aller avec donc Énergie qui recevra le AFIA. Le AFIA, lui, comme le Oroya, il a subi l'arrêt du championnat, la coupure du championnat pour les raisons du Chan. Et du coup, plutôt que de se priver de 2 semaines de compétition à quelques jours d'une échéance importante, puisque quand même, c'est important de le préciser, le AFIA, c'est un club mythique du côté de la Guinée. C'est le premier club africain à avoir remporté 3 Ligues des Champions. J'avais compté leur histoire dans le premier Magalo. Hein. On y revient à chaque fois, hein, je suis désolé, mais c'est vrai que ça fait du bien de rappeler que l'Afrique brille que le football africain a brillé il y a de cela fort longtemps à une échelle très importante sur le continent. Et donc cette équipe du AFIA, justement, on parlait de recrutement patriotique. Et ben cette équipe du AFIA, c'est une sélection guinéenne tout simplement qui dans les années 80 a participé à toutes les Ligues des Champions. Alors, s'ils ne la gagnaient pas, ils étaient battus en finale. Et s'ils n'étaient pas battus en finale, c'est qu'ils sortaient en demi-finale. Voilà, ils étaient vraiment dans le sommet, dans le gratin du football africain. Et c'est leur grand retour en compétition continentale. Voilà, ça tombe. C'est vraiment un événement qui est attendu depuis très longtemps. Le club avait sombré un petit peu, pour ne pas dire complètement, avait disparu des radars. Et puis il s'est relevé. Ça fait depuis une dizaine d'années, même pas moins de 10 ans, que des gens se sont remotivés à essayer de relancer le club et de rebondir sur cette folle histoire des années 80. Et puis finalement, ça a pris un petit peu. Ils n'ont pas encore réussi à venir titiller le Oroya, mais malgré tout, ils sont là et ils ont remporté la Coupe de Guinée l'an passé. Ils méritent amplement leur place en Coupe de la Confédération. La chance fait qu'ils ont hérité d'un tirage assez favorable parce qu'une équipe béninoise, au final, c'est un tirage favorable pour eux. Et donc, pour revenir sur leur préparation, eux, ils ont dû partir du côté de la Sierra Leone pour disputer quelques matchs amicaux, pour faire une petite mise au vert pendant une semaine. Figurez-vous que malheureusement, ça a donné une naissance à une anecdote assez croustillante, puisque la presse guinéenne relatait que de l'argent a disparu en Sierra Leone. Les joueurs qui avaient des perdièmes, qui devaient toucher des indemnités journalières, des petites primes, etc., ne les ont pas reçus. Enfin bref, voilà, ça a donné lieu à un nouvel imbroglio. Même chose à quelques semaines d'un départ à quelques jours même du départ pour le Bénin. On a vu mieux, disons, comme condition de préparation. Sinon, tout va pas trop mal pour eux en championnat. Ils sont troisième. Ils ont quelques défaites, contrairement au Rouya, mais voilà, ils ont un parcours relativement intéressant. Et puis surtout, ils peuvent compter sur le retour de leur meilleur joueur, le milieu de terrain Jean Moustet, qui s'était blessé en fin d'année dernière et qui sera logiquement apte pour jouer à Cotonou samedi. Et figurez-vous que le président du club a décidé carrément d'affréter un avion
pour pouvoir faire voyager son équipe, sa délégation également, quelques supporters à Cotonou dans les meilleures conditions et donner toutes les chances à son équipe de se qualifier. Ça va prendre de l'importance. Ce petit détail d'affréter un avion va prendre de l'importance quand je vais commencer maintenant à vous parler du cas de Énergie. Énergie, c'est une équipe donc béninoise qui est une équipe toute récente qui est ni plus ni moins que l'équipe de la Société nationale de l'énergie et de l'électricité, la SBE. Ouais, c'est comme si c'était l'équipe d'EDF en France. Ouais, voilà, ce que j'allais dire, l'équipe à EDF a été pas mal splittée, mais on va dire des NJ, puisque c'est ça maintenant. De GDF Suez NJ, quoi. Donc voilà, donc l'équipe NJ, Énergie, d'où leur nom Énergie. Souvenez-vous, cette équipe de Énergie qui ne s'était pas qualifiée sur le terrain par une victoire en Coupe du Bénin ou par une deuxième place au championnat, par exemple, mais plutôt par une victoire haut la main face au conseil de la fédération qui s'était réuni pour désigner le représentant béninois pour cette Coupe de la Confédération. Bon, pour eux, la préparation est un petit peu plus difficile. Ils n'ont pas les mêmes moyens que les Buffs de Borgou. Forcément, ils n'ont pas pu recruter les meilleurs joueurs de la sélection locale puisqu'ils sont tous partis du côté de Paracou. Donc eux, par contre, ils ont fait avec leur effectif de la saison passée qu'ils ont essayé de renforcer un petit peu, de faire quelques petites touches pour essayer d'être performants. Ça va être compliqué pour eux, on va pas se mentir. Déjà, les Béninois commencent à se demander, les journalistes béninois commencent à se demander quelle va être la prestation de leur club. Est-ce qu'ils vont pas être ridicules face à cette équipe guinéenne? Pour vous donner un petit détail des chiffres qui sont impliqués, on parle pour Énergie d'un investissement de 70 millions de francs CFA, à savoir un petit peu plus de 100 000 euros comme frais de préparation, de déplacement, de voyage, de participation à cette Coupe de la Confédération. Donc c'est vraiment pas une dépense anodine. Sans connaître le montant de leur budget pour une année, une saison complète, parce que je pense qu'il ne doit pas être public de toute façon, mais il y a de fortes chances que ce soit pas très révélateur. Très sincèrement, si on dépasse pas la moitié, je serais très surpris, voire si on s'approche pas de la totalité de leur budget annuel. Donc, en tout cas, ça représente vraiment un gros sacrifice. Il y a déjà des petites histoires qui commencent aussi à se réveiller dans les vestiaires, puisque les joueurs ne sont pas satisfaits des prévisions ou des promesses de primes qu'on leur a données en cas de victoire, en cas de succès. Donc voilà, le climat n'est pas très serein. Vous vous apercevez bien que là, on est dans des situations que peuvent retrouver beaucoup de clubs en Afrique, parce que si on prend le champion du Niger, donc l'ASFAN, si on prend le champion du Lesotho, du Swaziland, voilà, c'est des équipes qui se retrouvent avec ce genre de situation, qui n'ont pas forcément des budgets très importants. Les sponsors ne se bousculent pas forcément pour les premiers tours de qualification à la compétition. Les matchs ne sont pas forcément télévisés. En tout cas, il n'y a pas d'obligation. Ce n'est pas dans le cahier des charges de la Ligue des champions de la CAF que les matchs de ce premier tour soient censés être télévisés. Donc c'est à la bonne volonté souvent des États, des gouvernements et des chaînes de télé nationales de diffuser les matchs ou non. Donc pour vous dire que d'un point de vue marketing, c'est pas forcément très intéressant. La visibilité des matchs n'est pas forcément très grande, puisqu'au premier tour, à part pour le cas des équipes béninoises qui ont eu la chance de tirer quand même de superbes affiches, parce que d'un côté le AFIA et le ASEC et l'ASEC qui viennent le même week-end à Cotonou, c'est quand même assez mémorable et c'est assez magique, surtout pour toute cette génération de Béninois qui ont vécu les années 80 et 90 où l'AFIA et l'ASEC étaient des places vraiment très très fortes du football africain. Mais voilà, c'est pour vous dire que c'est compliqué. Pour beaucoup d'équipes en Afrique, la situation est la même que pour l'exemple que je vous ai donné avec Énergie. Leur adversaire est capable d'affréter un avion pour l'aller-retour. Eux, ils sont en train de batailler pour les primes avec leurs joueurs. Donc voilà, c'est ça aussi le football africain. C'est des situations différentes qui vont s'affronter. C'est des clubs avec des budgets complètement différents, des organisations différentes, avec des volontés nationales d'un côté, peut-être pas de l'autre, au niveau d'une équipe, pas de l'autre. Enfin voilà, c'est tout ce schmilblick, ce patchwork qui fait le football africain, et c'est aussi ça la Ligue des Champions et la Coupe de la Confédération. Donc voilà, c'est un petit peu pour ça que je voulais vous parler de leur préparation, pour que vous puissiez imaginer un petit peu les différentes entre guillemets divisions d'organisation et de moyens qu'on peut retrouver dans les clubs africains, même s'ils sont tous qualifiables et participants à ces compétitions continentales. Mais là, on sent bien le côté deuxième division africaine, pour le coup, au travers de l'énergie et de la FIA, qu'a la Coupe des Confédérations, c'est vraiment rôle de seconde.
compétition continentale. Ça a l'air quand même, les budgets ont l'air de pas être les mêmes. Moi j'ai une question qui me vient à propos de l'énergie. Une équipe qui a donc été sélectionnée par sa fédération pour représenter le pays. Si c'est aussi compliqué au niveau budget, si on commence à se demander si ça va pas virer à la correction, tout ça, pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas de meilleur choix à faire que l'énergie? Pourquoi l'énergie? Justement, je pense que c'est parce que il fallait pouvoir être en mesure de dépenser ces 70 millions de francs CFA, c'est 100 000 euros pour pouvoir participer juste à ce premier tour. Clairement, sur le papier, par exemple, l'équipe de l'ASPAC, dont j'ai parlé parce que quelques joueurs ont été recrutés par les Buffs, avait sportivement et plus de moyens de pouvoir rivaliser face à cette équipe du AFIA. Mais peut-être que économiquement, voilà, le port, l'ASPAC n'était pas en mesure de pouvoir financer ça sans une aide extérieure, parce que j'imagine que si Énergie a été pris, c'est peut-être parce que la fédération n'est pas en mesure de pouvoir les accompagner comme il faut, ou le ministère non plus. Donc voilà, c'est pour ça que cette notion budgétaire au final a été importante et qu'elle a probablement été privilégiée à l'aspect sportif. Après, sportivement, attention, Énergie, c'est quand même une équipe qui a très bien figuré sous forme de play-off, un petit peu comme en Belgique. Ça s'était fait à une époque où on joue une première phase et puis on rejoue un championnat en deuxième phase avec une partie des points qui est reportée. De tête, là, j'ai leur position qui m'est sortie, mais ils étaient quand même dans le haut du tableau et ils s'étaient qualifiés pour la dernière phase. Donc voilà, sportivement, c'est pas non plus ridicule par rapport à ce que le Bénin peut proposer, bien au contraire. Mais il est clair que l'aspect économique et la capacité d'Énergie de pouvoir financer correctement la préparation et les déplacements pour pouvoir effectuer ce premier tour et pouvoir aller notamment du côté de Conakry, je pense que ça a été un facteur déterminant. On peut dire donc qu'Énergie en a à revendre. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup Pierre-Marie. Écoute, c'était un plaisir et à la prochaine pour encore de nouvelles histoires du foot africain. Je vous rappelle donc ces matchs de qualification pour la Ligue des Champions et pour la Coupe des Confédérations, c'est un premier tour préliminaire, débuteront ce jeudi 8 février. C'est ça, ce jeudi 8 février. J'ai pas exactement les horaires, mais voilà, je peux vous renvoyer vers la page Wikipédia. Généralement, attention, les matchs sont éparpillés sur 4 ou 5 jours. Donc voilà, il y en a pour tous les jours, tous les horaires, il y en a pour tout le monde. D'accord, il y en aura pour tout le monde. Et voilà, merci beaucoup PM, je te dis à plus alors. C'est moi qui te remercie. À bientôt Simon, merci à tous. Avant de passer au prochain sujet, nous tenions à vous informer que le joueur du Roya dont nous avons parlé s'est excusé auprès de sa direction et a réintégré le groupe. De son côté, le club a promis de le libérer dans 6 mois en cas d'offres concrètes. Des offres et des transactions, il y en a d'ailleurs un paquet donc entre les pays du Maghreb et l'Arabie Saoudite. Un phénomène que nous allons vous décrypter de suite, c'est parti. Et pour évoquer ce sujet, un sujet en grande partie tunisien, donc à lucarne opposée, il est difficilement imaginable d'appeler une autre personne que Farouk Abdou. Comment vas-tu Farouk ? Bonsoir Simon, bonsoir à tous les auditeurs du podcast d'Efrikia et à tous les lecteurs de Lucarne Opposée. Ça va très bien. Et oui, lecteurs, car Lucarne Opposée, on le rappelle, je le dis dans l'introduction, on le dit partout, on le dit sur tous nos réseaux sociaux. Lucarne Opposée, c'est aussi et avant tout des articles et notamment lecteurs, parce que magazine, il y a le magazine numéro 2 qui va sortir dans pas longtemps avec un papier de Farouk aussi. Exactement. Il y a un dossier spécial de 15 pages sur l'histoire du Stade Mohamed V et j'espère que
toute la communauté marocaine qui fait partie de nos lecteurs sera intéressée par ce sujet qui revient sur l'histoire du stade, faite par ses acteurs, mais aussi par les spectateurs. Eh ben, on n'en doute pas une seconde, mais point de Maroc aujourd'hui c'est Tunisie. Et aujourd'hui, on va parler plus exactement, enfin, c'est pas tout à fait Tunisie, c'est Tunisie et Arabie Saoudite. Parce que tu vas nous parler des transferts d'un grand flux de joueurs, pas que tunisiens d'ailleurs, il me semble, hein, maghrébins, mais toi tu vas prendre surtout le cas tunisien, qui partent jouer dans le championnat saoudien. Alors il y a divers cas de figure que tu vas nous exposer, hein, différents profils de joueurs qui y vont. Mais voilà, c'est un flux anormal, notable. C'est du jamais vu en termes de transfert vers cette région-là. Exactement, et puis il est surtout dû à des nouvelles législations. En fait, l'intérêt des clubs saoudiens pour les joueurs maghrébins n'est pas neuf, vu que déjà depuis les années 90 et années 2000, il y avait beaucoup de joueurs, que ce soit au Maghreb ou égyptiens, qui allaient exporter leur talent en Arabie Saoudite. Mais du coup, ça s'est accéléré récemment grâce à 2 lois qui favorisent particulièrement ce flux. La première, ça a été la levée de l'interdiction de recruter des gardiens étrangers. Ça, c'était en milieu d'année dernière. Du coup, à la suite de ça, il y a eu beaucoup de gardiens qui sont partis en Arabie Saoudite, notamment l'inoxydable gardien égyptien Issam El Hadari qui sera là en Russie en 2018, et également l'ancien gardien de Bolton, Lomane Ali Apsi. Et la deuxième Bolton, l'anglais Bolton. Exactement. Et ça, là, c'est 2 joueurs, 2 gardiens qui sont proches de la quarantaine, voire même quarantaine bien consommée pour El Hadari, qui ont vu dans cette levée de l'interdiction de gardiens étrangers en Arabie Saoudite l'occasion de faire un dernier gros contrat dans ce pays du Golfe. La deuxième raison qui a favorisé ce flux, c'est l'extension du nombre de joueurs de champ étrangers dans les clubs saoudiens avec un passage de 4 à 6. La conséquence de ça ne s'est pas fait attendre au niveau du dernier mercato hivernal, puisqu'il y a eu pas moins de 6 joueurs tunisiens qui ont quitté le championnat pour aller signer soit des contrats longue durée, soit des prêts avec option d'achat dans des clubs saoudiens, avec là un profil classique comme les joueurs qui sont plus proches de la fin de leur carrière que du début ou qui sentent que le crépuscule n'est pas loin, mais également un profil un petit peu plus curieux avec en particulier les 2 milieux de terrain titulaires de la sélection tunisienne qui jouent en Russie, Mohamed Amin Benamor qui a 24 ans et Ferjani Sassi qui a 25 ans. L'Arabie Saoudite a également profité de cette législation pour aller prospecter dans d'autres joueurs, puisqu'il y a par exemple pour aller prospecter dans d'autres pays, puisqu'il y a par exemple l'ancien attaquant de l'ES Sétif, Djabou, qui avait marqué contre l'Allemagne au Mondial 2014, qui est également allé en Arabie Saoudite, mais aussi l'attaquant Achraf Ben Sharki, l'attaquant marocain, qui était promis du Wydad, qui était promis à être l'un des très très rares joueurs locaux à avoir une chance de figurer dans la liste des 23, et qui a fait également ce choix à un âge quand même assez jeune de rejoindre le championnat saoudien. Donc oui, donc à la rigueur, le premier profil que tu as évoqué, donc les vieux baroudeurs, les vieux éléphants qui viennent terminer leur carrière de footballeur dans le cimetière saoudien, on a l'habitude, hein, un peu, quel que soit le continent, j'ai envie de dire. Mais en ce qui concerne des jeunes joueurs, voilà, donc qui ont leur carrière, voilà, en plein dans leur carrière, comme les 2 milieux tunisiens que tu as évoqués, Ben Cherki ou cet attaquant algérien. C'est pas une régression pour eux d'aller dans le championnat saoudien? Alors, je vais prendre justement pour le cas de la Tunisie, je vais dissocier les 2 profils. Après, bon, pour justement la description du second profil, il faudra justement s'arrêter sur un point, c'est que le fait que quand on compare les niveaux des 2 championnats, là pour le coup, parler de cimetière paraît désormais très très loin de la réalité. Alors pour les Tunisiens qui sont proches de la fin et qui veulent opter pour un dernier contrat, ça c'est on ne peut plus logique. Si on prend l'exemple du gardien numéro 1 de la sélection, Ayman Matloufi, ça fait plusieurs décennies maintenant, enfin quelques années maintenant qu'il évolue dans le championnat tunisien. Son club l'a libéré pour bons et loyaux services, et à son âge avancé, c'est normal qu'il puisse être attiré par une dernière expérience, vu certainement les conditions salariales qui doivent être favorables. Si on prend le cas de l'attaquant de Monastir, Hicham Essifi, c'est un honnête attaquant de championnat, mais qui à 30 ans était promis
pas aller plus haut. Là, pour lui, l'opportunité d'aller jouer en Arabie Saoudite, c'est aussi le jackpot. On prend aussi le cas de l'ancien joueur de Metz, Ben Youssef, qui commençait lui-même à être un peu en perte de vitesse à l'Espérance de Tunis et qui peut-être s'éloignait de plus en plus de la sélection nationale. Finalement, dans ce timing-là et dans un contexte où l'Espérance de Tunis vous laisse délester de gros salaires, ce transfert-là arrivait à point nommé. Mais si on en revient au second profil dont j'ai parlé, c'est-à-dire les cas Benamor et Ferjani Sassi, il y a 3 questions qui vont se poser vis-à-vis de leur départ en Arabie Saoudite. La première question, c'est la compétitivité. Pour être objectif, s'il y a eu beaucoup de spéculations sur la comparaison entre les niveaux des championnats tunisiens et saoudiens, c'est souvent hasardeux de comparer le niveau des championnats de 2 pays qui sont dans des confédérations différentes. Si on veut vraiment faire des approximations, on peut par exemple se rappeler de la Ligue des champions arabes, qui est une des rares compétitions où des clubs de ces 2 pays peuvent se croiser. Cet été, par exemple, l'Espérance de Tunis, qui est champion de Tunisie, a affronté le vice-champion d'Arabie Saoudite et l'a battu très difficilement. Si on veut vraiment faire une comparaison plus macro, les clubs des 2 pays sont régulièrement dans les derniers carrés des Ligues des champions de leurs confédérations respectives. Donc, si on prend juste le niveau sportif, passer de la Tunisie et l'Arabie Saoudite, c'est, à mon avis, si on prend en compte ces comparaisons approximatives, c'est un niveau équivalent. Mais il n'y a pas que ça qui entre en compte. Et là, je fais une petite dédicace à un des observateurs du foot tunisien avec qui j'avais eu un débat sur le petit parallèle Tunisie-Arabie Saoudite, c'est-à-dire Nizar Jelassi. Si il y a des gens qui nous écoutent, qui sont sur Twitter, je vous conseille de le suivre parce qu'il a souvent des avis très pertinents sur le foot tunisien. Il avait développé cette idée qui est quand même assez vraie dans le contexte actuel, c'est que à niveau sportif équivalent, l'Arabie Saoudite dispose de conditions au niveau des infrastructures, des moyens financiers et des coulisses autour des matchs qui sont plus saines que la Tunisie. Actuellement, la Tunisie, tous les matchs, en marge de tous les gros matchs de championnat, il y a des violences, il y a des polémiques, il y a des crises. C'est pas un contexte sain dans lequel on peut évoluer. Même à un niveau sportif équivalent à ce compte-là, il vaut mieux jouer en Arabie Saoudite et surtout sur les moyens financiers. Les clubs tunisiens n'ont plus les moyens de flamber au niveau transfert comme ils le faisaient à un moment en 2014 et 2015. Là, leur priorité, c'est de se délester des gros salaires, c'est d'essayer de claquer des transferts pour retrouver un petit peu de pouvoir d'achat. Certains joueurs voient les problèmes qu'il y a eu au niveau des salaires impayés en Tunisie et les sanctions qu'ont eu certains clubs au niveau international. Là aussi, à niveau sportif équivalent, autant aller dans un championnat où on sait que les clubs ont l'argent. Par contre, moi j'ai une question par rapport au championnat saoudien. C'est, on sait qu'il y a un problème, il y a eu un problème récurrent, enfin pas récurrent, mais on sait qu'il y a eu énormément de problèmes dans le championnat qatari, par exemple, où des joueurs maghrébins ou des joueurs franco-maghrébins ont été recrutés par des clubs qataris et ces joueurs-là ont eu des problèmes liés à leur passeport, ont été parfois retenus plus ou moins contre leur volonté. Ils disposaient tout simplement pas de l'immunité, de l'aura que peuvent avoir certaines grandes vedettes qui, eux, ont le pouvoir de se payer des avocats pour sortir de mélasses administratives ou de choses comme ça. Est-ce que ces joueurs-là encourent le même problème en allant dans un championnat comme le championnat saoudien? À ma connaissance, ce type d'exemple n'a pas récemment eu lieu. En plus, vu la dynamique actuelle, l'Arabie Saoudite est très dans la résiliation rapide des contrats pour pouvoir renouveler les effectifs. Donc, comme ça bouge énormément, et j'ai pas eu connaissance de ce type de phénomène, donc je pense que les 2 cas pour les 2 championnats doivent être pris différemment, parce que je pense pas que ça fonctionne pareil. D'accord. Et l'autre question, puisque c'est 2 joueurs, donc ok, très bien, hein, c'est pas une régression. Le championnat saoudien donc sera un équivalent du championnat tunisien en termes de niveau de jeu, et en plus de ça, il apporterait un certain confort de vie, un confort de travail bien différent de ce qu'on peut avoir en Tunisie. Par contre, donc, voilà, on peut penser que ça va rester compétitif en termes de niveau de jeu, mais est-ce qu'ils vont toujours être dans l'œil du viseur en ce qui concerne la sélection pour le mondial 2018? Alors,
pour ce qui est de la seconde question que je voulais aborder, justement, en fait, ta question me permet d'aborder les deux points en même temps. Si on prend le point de vue du timing, on pourrait penser que à 6 mois faire ce choix du changement de club aussi proche de la Coupe du Monde, ça pourrait sembler périlleux. Même s'ils vont avoir plus de facilité, même si Benamor et Sessi vont avoir plus de facilité à s'intégrer dans un pays arabophone, eh ben le temps passe vite et il faut qu'il soit le plus possible opérationnel pour pouvoir glaner du temps de jeu et rester proche du 11 qui va débuter en Russie en 2018. Cette question d'adaptation, elle est tellement variable d'un joueur à l'autre, d'un club à l'autre, que si jamais il y avait un problème pour l'un des deux et qu'il passait 1 mois et demi ou 2 à pas jouer, on est rapidement en avril-mai et puis ça peut être problématique. Sur la perspective par rapport à la sélection, ça ne représente pas vraiment un problème et je pense que Ferjani Sassi, qui a signé un contrat longue durée en Arabie Saoudite, prend l'exemple du cas du meneur de jeu Youssef Msakni, qui joue depuis des années au Qatar et qui est toujours titulaire avec la sélection. Il y a eu plusieurs autres joueurs qui sont convoqués alors qu'ils jouent dans les pays du Golfe. Au niveau du fait que ça constitue un risque pour leur place, la réponse est non. Ça, à ce niveau-là, ça ne constitue pas un risque. Mais pour ce qui est de la perspective pour la suite de la carrière, en fait, finalement, les deux, enfin Benamor, l'ancien milieu de terrain, l'ancien et peut-être futur, vu que il est prêté que 6 mois par l'Étoile du Sahel au club saoudien. Entre Benamor et Sessi, là, ils sont vraiment à la croisée des chemins sur l'approche. Ils ont un âge qui est à peu près le même, au milieu de la vingtaine. Sessi s'est essayé à une expérience européenne est revenu en Tunisie parce qu'il y avait des conditions favorables avec à l'époque l'Espérance qui pouvait lui payer un gros salaire, etc. Et lui, il a fait le choix d'aller là-bas en se disant que sur la sélection, ça lui pose pas de problème. Si il a peu de chances de ressortir en Europe, bah en fait, il sera dans un championnat d'un niveau équivalent de la Tunisie, dans des conditions meilleures, donc ça se passera bien et ça le prive pas de sa place en sélection. Et pour Benamor, le format qui est différent, c'est pas un contrat longue durée, mais un prêt de 6 mois avec option d'achat. Il y a une petite fenêtre qui est encore existante, parce que si jamais il brille en Coupe du Monde et que l'attention d'un ou deux clubs européens se présente, le club saoudien, s'il lève l'option d'achat et qu'il le revend, c'est très possible qu'il puisse avoir cette trajectoire-là. Je pense que l'existence du prêt de 6 mois avec option d'achat lui laisse, je pense, des portes de sortie et peut-être une marge et peut-être qu'il n'a pas renoncé à l'Europe. Mais ce qui est surtout dommage, c'est que comme il avait brillé à la CAN 2017, on pensait qu'il y aurait peut-être des offres et peut-être des intérêts un petit peu plus appuyés de clubs européens et ça n'a pas été le cas. Donc quelque part, ce format-là le coupe pas nécessairement soit d'un retour en Tunisie, soit d'un départ en Europe et ça le maintient un peu à flot jusqu'à la Coupe du Monde 2018. Et surtout, il quitte un club où il fallait qu'il y ait une reconstruction depuis le début avec une équipe en fin de cycle. Là, pour le coup, si lui, et je prends l'exemple d'Ayman Massouti, s'ils étaient restés à l'Étoile du Sahel, peut-être que le fait que certains cadres restent, ça aurait ralenti la reconstruction. Là, de le prêter 6 mois, ça permet un peu de faire le point, de voir s'il peut s'intégrer à la nouvelle équipe quand il reviendra, s'il revient. D'accord. D'autant plus que via le championnat saoudien, il a aussi des portes d'entrée vers les championnats européens, tout simplement parce que les championnats saoudiens sont aussi au contact de circuits d'agents et de transferts vers les clubs européens. Donc, et surtout, voilà, a priori, il part pas sur une île déserte. Non, et surtout si on se recentre sur l'Arabie Saoudite, le raisonnement il est simple. Il y a eu plusieurs joueurs qui ont été prêtés en Espagne pour s'aguerrir en vue de la Coupe du Monde. Ces joueurs appartenaient à des clubs qui jouent le haut du tableau ou qui jouent la Ligue des champions asiatiques. Du coup, il faut que la compétitivité de ces clubs-là soit maintenue. Du coup, en levant la limite de joueurs étrangers, ça permet de se renforcer avec des joueurs maghrébins. Et là, je reprends un petit peu le référentiel qu'on avait fait dans le premier podcast sur l'interaction club arabophone, joueur arabophone. Donc, avoir des bons joueurs avec une adaptation qui est promise à être rapide, c'est plus simple. Et ça permet aux clubs saoudiens à la fois d'aider la sélection en lâchant leurs meilleurs joueurs qui vont se préparer en Espagne et d'être toujours compétitifs. Et compétitifs dans l'optique d'un objectif précis,
c'est de gagner la Ligue des champions asiatiques. Parce que depuis le doublé d'Al Ittihad en 2004 et 2005, aucun club saoudien n'a remporté la Ligue des champions de l'AFC et ils ont 3 finales perdues depuis 2012. Donc je pense qu'ils en ont marre et qu'ils veulent que leurs équipes soient compétitives pour aller la chercher tôt ou tard. Et d'acheter des joueurs maghrébins qui sont opérationnels fait partie des pistes pour que leur club soit compétitif. D'accord, donc c'est un petit peu... D'accord, donc voilà, c'est la question que j'allais te poser. L'intérêt des Saoudiens là-dedans, c'est de garder une compétitivité de club tout en faisant évoluer leurs joueurs pour la sélection. Oui, c'est un peu dans ce sens-là que le raisonnement s'est effectué. C'est forcément, il y a plusieurs joueurs qui jouent dans les 3-4 principaux clubs qui jouent le haut du tableau ou qui sont habitués à jouer les Ligues des champions arabes et les Ligues des champions asiatiques. Forcément, il faut qu'il y ait ce mouvement de balancier et du coup, l'extension de l'effectif pour autoriser le nombre de joueurs étrangers à 7, enfin 6 joueurs de champ plus un gardien, leur permet de recréer cet équilibre. J'aime beaucoup ce genre de sujet parce que la zone du golf footballistiquement est une zone extrêmement méconnue dans le monde du football. Même nous, à Lucarne Opposée, qui cherchons généralement à parler des zones qui sont un petit peu dans l'ombre, voilà, on parle des pays d'Asie, on parle de l'Afrique, voilà, on parle du Costa Rica qui commence à être un peu plus médiatisé. Voilà, on essaye d'apporter de la lumière et pourtant les champions du golf restent totalement obscurs. On n'arrive pas à trouver de spécialistes francophones, en tout cas, de ces championnats. C'est encore très très compliqué. Même je pense à nos collègues de Tout le monde s'en fout, qui eux aussi n'arrivent pas à trouver de spécialistes de ces championnats. Et voilà, et ce qui fait que cette ignorance généralement nous laisse toujours croire que ces championnats sont des cimetières complètement artificiels. Alors oui, il y a de l'artifice, oui, on peut regarder l'Arabie Saoudite d'une manière un peu spéciale pour des raisons plus diplomatiques, on va dire, ou plutôt pour son régime d'État, mais voilà, footballistiquement, c'est un championnat qui est ce qu'il est, qui a de la valeur et qui n'est pas zéro. Donc voilà, pour toi, c'est le choix de ces joueurs maghrébins, puisque tu le dis, il n'y a pas que des Tunisiens, n'est pas qu'un choix pécunier, et c'est un choix tout à fait viable sportivement également. Il faut prendre beaucoup de considération, et il est vrai aussi que, comme tu le dis, c'est vrai que sur les médias français, la visibilité est un petit peu limitée. Sur les médias maghrébins, souvent on suit les joueurs quand ils vont jouer là-bas, mais pour une partie de l'opinion publique, on reste sur un avis qui consiste à dire que sur la plupart des profils, c'est des mecs, des trentenaires qui vont finir leur carrière tranquille en encaissant un gros chèque. Mais du coup, il faut aussi qu'on voit pour nos championnats à nous, où est-ce qu'ils en sont, et par rapport aux championnats saoudiens. C'est vrai que moi, je prenais le parallèle avec la Ligue des champions arabes, mais du coup, c'est très équilibré. Quand des clubs maghrébins ou des clubs saoudiens s'affrontent, ça peut basculer dans les deux sens. Donc, il faut prendre en compte d'une part la considération sportive qui est plutôt équilibrée, et il faut le dire, l'environnement qui en Tunisie actuellement est pourri autour du sport, et forcément, des joueurs qui vont gagner mieux, qui savent que leurs salaires vont tomber, qui sont dans des stades, ambiance, infrastructure un peu mieux, finalement, c'est compréhensible qu'ils fassent le choix d'aller en Arabie Saoudite. Eh ben écoute, merci beaucoup Farouk. Merci Simon, c'était un plaisir. Et on va suivre, ma foi, on suivra du coup à la Coupe du Monde, puisqu'a priori du coup ils y seront, l'aventure tunisienne, l'aventure russe de ces deux joueurs tunisiens. Merci beaucoup. Exactement. Farouk. Merci. À la prochaine alors. À la prochaine. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette 3e émission. N'oubliez pas de venir nous solliciter sur les réseaux sociaux. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro d'Efrica. Allez, salut les amis!